Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, le texte du chapitre 17 et chapitre 18 et chapitre 19 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Chapitre 7. Oh, si je m'évadais comme je courais à travers champs. Non, il ne faudrait pas courir, cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant, tâchez d'avoir quelques niveaux sarraux. Bleu à dessin rouge, cela déguise bien qui les maraîchers des environs emportent, je sais, auprès d'Arcueil. Un fourré d'arbres à côté d'un marais où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait, j'irais à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe, j'arrive à la longue jumeau. À langue jumeau, un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdu. Ah, malheureux rêveur, brise donc d'arbre le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort, quand je pense que je suis venu tout enfant ici à Bicêtre, voir le grand puits et le fou. Chapitre 18. Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli, le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné, 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué et excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Chapitre 19. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable aux filles. Il a exprimé le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. S'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé Monsieur. C'est pour aujourd'hui. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment principal exprimé par le narrateur au début de cet extrait? Je répète la question 1. Quel est le sentiment principal exprimé par le narrateur au début de cet extrait? La réponse 1.
Le sentiment principal pour le narrateur au début de cet extrait est le désir d'évasion et de liberté d'avoir le début de l'extrait et le désir d'évasion et de liberté voir le début, l'extrait. Or, si je m'évadais comme je pourrais à travers champs, il imagine une fuite à travers la campagne. Passons maintenant à la question numéro 2. Que suggère l'interruption de la phrase? Non, il ne faudrait pas courir jusqu'à. Question 2. Que suggère l'interruption de la phrase? Non, il ne faudrait pas courir du point jusqu'à. La réponse. L'interruption de la phrase suggère une prise de conscience ou une contrainte qui empêche la réalisation de ce désir de fuite. L'interruption indique une réflexion ou un obstacle qui stoppe l'élan initial du narrateur. Cela peut être une réalité de sa situation, prison, surveillance, qui le rattrape. Question 3. À qui fait référence le pronom il dans En me quittant, il m'appelait monsieur? Question 3. À qui fait référence le pronom il dans En me quittant, il m'appelait monsieur? La réponse. Le pronom il fait référence à une personne qui a quitté le narrateur et qui l'a appelé monsieur. La phrase décrit une action passée où quelqu'un s'est adressé au narrateur en l'appelant monsieur avant de le quitter. Le contexte de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné, suggère qu'il pourrait s'agir d'un geôlier, d'un prêtre ou d'une autre figure d'autorité. Question 4. Que signifie l'exclamation « C'est pour aujourd'hui » dans le contexte de la phrase précédente? Question 4. Que signifie l'exclamation « C'est pour aujourd'hui » dans le contexte de la phrase précédente? La réponse 4. L'exclamation « C'est pour aujourd'hui » révèle une certitude imminente concernant un événement crucial et probablement funeste pour le narrateur. L'emploi du présent c'est et de l'adverbe de temps aujourd'hui indique une action ou un événement qui va se produire dans la journée même. Dans le dernier jour d'un condamné, cela fait référence à son exécution. Question 5. Quel est le genre littéraire de l'œuvre dans cet extrait? Dans et extrait ce texte. Question 5. Quel est le genre littéraire de l'œuvre dont est extrait ce texte? La réponse 5. L'œuvre dont est extrait ce texte est un roman à thèse. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo est une plaidoirie contre la peine de mort présentée sous la forme des pensées d'un condamné à mort. Passons aux questions d'analyse et de langue. Question 6. Identifiez la figure de style présente dans la première phrase. Or, si je m'évadais comme je courais à travers champs, quel est son effet? Question 6. Identifiez la figure de style présente dans la première phrase. Or, si je m'évadais comme je courais à travers champs, quel est son effet? La réponse. La figure de style présente est une exclamation marquée par le or et le point d'exclamation. Son effet est de traduire une émotion vive et soudaine. L'exclamation sert à exprimer avec force un sentiment, ici un vif désir d'évasion.
Il met en évidence l'intensité du rêve de liberté du narrateur. Question 7. Analyser l'emploi du conditionnel présent. Il faudrait donc. Non, il ne faudrait pas courir. Des points jusqu'à. Quelle nuance apporte-t-il? Question 7. Analyser l'emploi du conditionnel présent. Il faudrait donc. Non, il ne faudrait pas courir des points jusqu'à. Quelle nuance apporte-t-il? La réponse, l'emploi du conditionnel présent, il faudrait apporte une nuance d'obligation atténuée, de conseil ou de supposition. Le conditionnel présent peut exprimer une action future envisagée comme possible ou souhaitable ou une obligation moins impérative qu'à l'impératif. Ici, dans le contexte de l'interruption, il suggère une nécessité, mais peut-être aussi une résignation face à une impossibilité. Question 8. Relever un mot ou une expression qui appartient au champ lexical de l'enfermement, même si absent de cet extrait précis. Pensez-vous au contexte de l'œuvre? Question 8. Relever un mot ou une expression qui appartient au champ lexical de l'enfermement, même si absent de cet extrait précis. Pensez-vous au contexte de l'œuvre? La réponse. Un mot qui appartient au champ lexical de l'enfermement dans le dernier jour d'un condamné est prison. Le mot prison se réfère directement au lieu d'enfermement. D'autres mots comme chaîne, cellule, geôlier appartiennent également à ce champ lexical. Question 9. Expliquez l'emploi de la troisième personne du singulier il pour désigner la personne qui quitte le narrateur. Quel effet cela produit-il? Question 9. Expliquez l'emploi de la troisième personne du singulier il pour désigner la personne qui quitte le narrateur. Quel effet cela produit-il? La réponse. L'emploi de la troisième personne du singulier il crée une certaine distance entre le narrateur et cette personne. L'utilisation de la troisième personne peut indiquer un rapport hiérarchique, une distance émotionnelle ou simplement un anonymat de cette figure. Cela peut souligner l'isolement du narrateur et le caractère formel de leur interaction. Question 10. On pourrait réécrire la phrase au discours indirect de la manière suivante. Il m'a. Donc, question 10. Réécrire la phrase. En me quittant, il m'a appelé monsieur, en utilisant le discours indirect. Je répète la question 10. Réécrivez la phrase. En me quittant, il m'a appelé monsieur, en utilisant le discours indirect. La réponse. On pourrait réécrire la phrase au discours indirect de la manière suivante. Il m'a dit, en me quittant, qu'il m'avait appelé monsieur. Ou il m'a dit, en le quittant, qu'il l'avait appelé monsieur. Selon le point de vue adopté pour le narrateur. Question 11. Analyser l'emploi du présent de l'indicatif à valeur de futur proche dans c'est pour aujourd'hui. Quel effet cela renforce-t-il? Question 11. Analyser l'emploi du présent de l'indicatif à valeur de futur proche dans c'est pour aujourd'hui. Quel effet cela renforce-t-il? La réponse. La réponse 11. L'emploi du présent de l'indicatif à valeur du futur proche dans c'est pour aujourd'hui renforce le caractère inéluctable
est immédiate, de l'événement à venir. L'utilisation du présent pour exprimer un futur proche donne une impression de d'imminence et de certitude. Cela intensifie le sentiment d'angoisse et de fatalité. Question 12. J'ai identifié le niveau de langue dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse. Question 12. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait. Justifiez votre réponse. La question. La réponse. Le niveau de langue dominant dans cet extrait est le niveau courant. Le vocabulaire est accessible. Courait, chant, quittant, appelait, monsieur. Et la syntaxe est globale, simple et correcte. Il n'y a pas de marque évidente de la langue familière ou de vocabulaire particulièrement soutenu dans cette court fragment. Question 13. Dans la phrase non, il ne faudrait pas courir des points jusqu'à quel type de proposition subordonnée est sous-entendu après la conjonction jusqu'à. Question 13. Dans la phrase non, il ne faudrait pas courir des points jusqu'à quel type de proposition subordonnée est sous-entendu après la conjonction jusqu'à. La réponse 13. Après la conjonction jusqu'à, une proposition subordonnée de temps est sous-entendue. La conjonction jusqu'à introduit une idée de limite temporelle. La phrase incomplète suggère une action qui ne devrait pas se prolonger dans le temps jusqu'à un certain point. Question 14. Proposez un synonyme pour le verbe courir dans la première phrase en conservant le sens d'une action rapide et vive. Question 14. Proposez un synonyme pour le verbe courir dans la première phrase en conservant le sens d'une action rapide et vive. La réponse, un synonyme pour le verbe courir dans ce contexte pourrait être m'élancer ou galoper. Ces verbes conservent l'idée d'un déplacement rapide et énergique. La question 15. La phrase en me quittant, il m'appelait monsieur révèle-t-elle une évolution dans la relation entre le narrateur et cette personne? Expliquez. Question 15. La phrase en me quittant, il m'appelait monsieur révèle-t-elle une évolution dans la relation entre le narrateur et cette personne? Expliquez. La réponse oui. La phrase en me quittant, il m'appelait monsieur peut révéler une évolution dans la relation. L'emploi du terme monsieur suggère une forme de respect ou de formalité. L'appellation monsieur est une marque de politesse et de distance. Dans le contexte de l'œuvre où le narrateur est un condamné, cet usage par quelqu'un qui le quitte, peut-être pour la dernière fois, pourrait marquer un adoucissement de la relation ou une reconnaissance de sa dignité humaine à la veille de sa mort. Passons à la production écrite. L'énoncé, le narrateur exprime un fort désir d'évasion, immédiatement freiné par une réalité implacable. Pensez-vous que l'espoir de liberté puisse subsister même dans les situations les plus désespérées? Vous développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en vous appuyant sur des exemples précis. Je répète le sujet. Le narrateur exprime un fort désir d'évasion, immédiatement freiné par une réalité implacable. Pensez-vous que l'espoir de liberté puisse subsister même dans les situations les plus désespérées?
Vous développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en vous appuyant sur des exemples précis. Les critères de correction, conformité à la consigne d'écriture, la cohérence de l'argumentation et structure du texte et la correction de la langue et, et la ponctuation et mise en page, l'orthographe et la conjugaison. Passons maintenant à la correction de la production écrite. Votre réflexion sur le désir d'évasion face à une réalité implacable soulève une question fondamentale de la condition humaine. L'espoir de liberté peut-il persister même lorsque les circonstances semblent les plus désespérées? Cette tension entre l'aspiration à la liberté et le point des contraintes est un moteur puissant dans de nombreuses œuvres littéraires et résonne avec des expériences humaines profondes. Nombreux sont ceux qui affirment que l'espoir est une force intrinsèque à l'être humain, capable de se maintenir même dans l'adversité la plus sombre, comme l'indique le texte de Le dernier jour d'un condamné, même face à une exécution imminente. Le narrateur fantasme sur une évasion témoigne d'une résistance psychologique à sa funeste destinée. Notre conversation historique, c'est un instinct de survie et ce désir de s'affranchir des liens, qu'ils soient physiques ou moraux, peuvent alimenter un espoir tenace. Des exemples historiques de personnes emprisonnées injustement ou confrontées à des régimes oppressifs qui ont continué à rêver de liberté et à lutter pour elle illustre cette capacité de l'esprit humain à transcender les limites imposées par la réalité. Cependant, il est également vrai que la répétition des échecs et la brutalité des circonstances peuvent éroder cet espoir jusqu'à l'anéantir lorsque la réalité devient trop oppressante et que toute perspective de changement semble s'évanouir. Le désespoir peut prendre le dessus. Dans le texte, l'interruption de la phrase non, il ne faudrait pas courir des points jusqu'à suggère une prise de conscience douloureuse des limites de son rêve d'évasion. Cette confrontation avec l'impossibilité peut conduire à une résignation où l'espoir de liberté s'estompe. La littérature abonde en personnages qui, enfermés dans des situations sans issue apparente, finissent par perdre toute illusion. En conclusion, bien que la réalité puisse imposer des limites sévères à nos aspirations, l'espoir de liberté semble être une composante fondamentale de l'esprit humain. Sa persistance dépend de la force intérieure de l'individu, de la nature des obstacles rencontrés et de la présence, même infime, d'une perspective de changement. Si la flamme de l'espoir peut vaciller face à la désespérance, elle n'est pas toujours éteinte et peut même devenir un puissant moteur
de résistance et de lutte pour un avenir meilleur. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.